Merci Paul avant tout de m'accorder du temps, de m'avoir accordé du temps et puis d'avoir été mon professeur et d'avoir été quelqu'un qui m'a guidé dans l'aïkido. Et voilà, merci aussi de m'accorder ce moment d'interview. Et donc oui, ça fait 40 ans qu'on s'est connus, hein, la Roque d'Enterron, ce petit dojo vraiment sympathique aussi avec Richard Mattei. Donc c'était en 86 quoi. En 87. J'ai commencé en novembre 86 et en 87, je crois que c'était juillet 87. Ouais. À la Roque d'Enterron. Ouais, c'était le premier stage que je faisais avec toi, oui. Ouais. Mais toi, je crois que tu le faisais depuis un ou 2 ans. Ah oui. Avec Richard Mattei. Ouais. Vas-y, continue. Ouais. Alors, ma première question, c'est comment tu arrives ou comment tu intègres l'aïkido dans ta vie en dehors des tatamis? Comment tu intègres l'aïkido dans ta vie de tous les jours en fait? Je dois dire que toute ma vie a été totalement imprégnée par l'aïkido. À la fois au niveau le plus basique, c'est-à-dire la nourriture, par Nakazano Sensei, et aussi au niveau spirituel. J'ai eu la chance de rencontrer très très tôt, j'avais à peine 16 ans, Nakazano dans les stages. À ce moment-là, c'était mon professeur Fernand Sinan qui l'invitait. Noro était invité plutôt sur Strasbourg par Panza. Et son discours est resté relativement constant tout le temps où je l'ai suivi. Lorsqu'il était en France, je l'ai suivi de façon ponctuelle sur les stages, mais quand même avec à partir de 1964, le stage d'Annecy qui durait, où Tamura et lui-même, Nakazano Sensei, animaient le stage à peu près de 15 juillet jusqu'au 10 août, 4 semaines. 4 semaines. Et autant dans ces stages de week-end à Strasbourg, et à l'époque c'était même pas des stages de week-end, c'était des stages d'une semaine. Et il était tellement en recherche, il avait besoin d'argent, bien sûr, il était avec sa famille, il était en recherche de stages et d'activités, qu'il se servait de son 7e dan de judo. Il combinait en général le stage de judo et le stage d'aïkido. En judo, je ne sais pas, j'ai commencé d'ailleurs par la suite, 1 an ou 2 ans après, à sa demande, le judo et le karaté, mais en aïkido, il avait des leitmotifs. Ces leitmotifs étaient dans 2 domaines, le domaine de la nourriture, avec ce qu'on vient d'évoquer, à savoir, vous devez absolument arrêter, vous mangez beaucoup trop de sucre et vous mangez beaucoup trop de viande. Il faut manger des céréales, et des céréales complètes. Et il disait ça à une époque où il y avait, les gens pensent toujours que le bio c'est quelque chose de récent, mais pas du tout. Il y avait déjà à ce moment-là des magasins bio, et il y avait un couple qui tenait le magasin bio à la place Saint-Thomas à Strasbourg, couple Lang, qui était bien sûr aux anges, puisqu'on l'a il envoyé et c'est comme ça que j'ai commencé. C'était très facile d'aller chez eux pour trouver du riz complet, parce qu'on ne le trouvait évidemment pas dans les magasins à ce moment-là très facilement. Et donc j'ai commencé à partir de 16-17 ans ce régime, au départ un tout petit peu fortement influencé par le zen macrobiotique, et voilà, et je suis toujours resté toute ma vie au riz complet. Donc déjà en termes d'imprégnation ou d'empreinte dans la vie de tous les jours, le moins que je puisse dire, parce que j'ai mangé du riz complet alors que j'étais en CTU pendant 2 ans, les 2 années après le bac, avant de partir à Paris. Et à Paris, j'étais en internat, donc on est chambre réduite, c'est l'étude de 8, et il y avait au fond de l'étude, vers la fenêtre, une table énorme. À un bout de la table, il y avait un réchaud à gaz avec le riz complet, et à l'autre bout, il y avait un des collègues qui avait son moteur de 2 chevaux qui baignait dans l'huile. Voilà, mais pas de l'huile d'olive. Et donc j'ai toujours gardé ça. Ça, c'était le premier cheval de bataille. Le deuxième, c'était évidemment, vous ne pouvez pas, c'était le discours de Nakazano Sensei, pratiquer un art martial si vous ne savez pas ce qu'est la vie, ce qu'est la mort. Pour arriver à le savoir, il y a 2 chemins. Le premier, c'est de vous asseoir dans un grand silence et de méditer. Le nombre de jours, le nombre d'années, le nombre de mois qu'il faut, le mois d'années qu'il faut. Ou le deuxième, vous pouvez et vous devez néanmoins méditer. Voilà, il a d'ailleurs accueilli
avec beaucoup de respect maître Taizen Deshimaru, et j'ai fait du zazen avec lui à Annecy. Mais donc je reviens sur le discours de Nakazono Sensei, mais le mieux c'est quand même de vous replonger dans les écrits sacrés de la religion qui vous est le plus proche. Et dans ce discours il y avait aussi donc de Nakazono Sensei toujours l'affirmation répétée, c'est pas la peine de changer religion, toutes les religions fondamentales disent la même chose, donc ça va bien, il n'y a pas de problème, si vous êtes chrétien, si vous êtes bouddhiste, si vous êtes juif, etc. Vous avez dans vos écrits tout ce qu'il faut pour avoir des débuts de chemin, de recherche et de chercher. Et puis il disait plusieurs choses qui étaient très très importantes. Le monde non visible est beaucoup plus compliqué que le monde visible. Alors comme j'étais moi en école d'ingénieur, etc., je trouvais ça déjà pas trop simple. Je me dis dis donc alors l'autre. Et d'une part, et d'autre part, il avait des discours vraiment très intéressants que j'ai retrouvés dans un film de dessin animé. Il disait souvent il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et ça on le retrouve. Et ça on le retrouve dans le premier Kung Fu Panda. Voilà, donc c'est ça. Donc toute ma vie a été imprégnée, alors que sous l'influence de mon cousin, quand j'avais 15 ans, 16 ans, je commençais à m'éloigner très fortement de la religion. Moi, j'étais déjà au départ, j'ai été baptisé protestant, et après le divorce de mes et le divorce après le divorce de mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans ou 7 ans, enfin à peu près. Et au bout de 3 ans, ma mère ayant été rejetée de la communauté protestante, de là où on habitait, a basculé, parce qu'elle avait été en contact avec la religion catholique, elle a basculé vers la religion catholique. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, le baptême protestant n'était pas reconnu, donc j'ai été baptisé 2 fois. Une fois en étant naissance protestant, ensuite catholique. Et bien sûr, comme les nouveaux convertis, j'étais enfant de cœur, ça jusqu'à 14 ans. 14-15, là j'étais dans le doute. Et bing, à 16 ans, je trouve un Nakazono Sensei qui vous dit mais comment vous croyez que vous êtes là par hasard, voilà, vous êtes un phénomène physico-chimique qui est venu comme ça tranquille, vous avez déjà regardé une fleur, vous avez déjà vu un chat sauter, etc. Et voilà. Donc je peux dire que toute ma vie a été imprégnée par ça, et je n'ai cherché à me rendre à cette école où que j'ai eu beaucoup de chance de la réussir à Paris que pour bénéficier de l'enseignement de Nakazono pendant 3 ans. Et j'ai eu de la chance parce qu'effectivement, au bout de ces 3 ans, il a émigré aux États-Unis. Voilà. Donc toute ma vie a été totalement trempée dans l'aïkido, et ça continue. Vas-y, je te laisse. Bravo. Et alors, du coup, quelle est ta définition de l'aïkido actuellement ? Ah, mais ça reste la même que celle que m'a aussi inspiré Nakazono Sensei. Et même si entre-temps j'ai eu la chance de suivre des experts de très haut niveau, des gens qui m'ont beaucoup marqué, non seulement Tamura Sensei, mais Chiba Sensei et surtout après Nishio Sensei, je suis resté, c'est un outil de développement spirituel. C'est un outil de recherche, l'aïkido c'est un outil de développement spirituel, basé évidemment sur un art martial, pour rester bien les pieds sur terre, et parce que quand même pour faire de la recherche spirituelle il faut que l'outil, c'est-à-dire notre corps, fonctionne, et pour qu'il fonctionne il faut être en mesure de se défendre. Mais là aussi le discours de Nakazono Sensei était très particulier, et je suis sûr que tu connais parfaitement ça. L'ennemi, le pire, le plus dangereux, ce n'est pas l'autre. Voilà, c'est les virus, voilà, c'est les bactéries, c'est les maladies. À l'intérieur. Voilà, Donc c'est une définition qui n'a pas trop changé depuis les débuts de ta pratique, mais qui s'est un petit peu... Non, ça n'a pas changé. Voilà, d'accord. Non, j'ai essayé ensuite de mettre en adéquation ce que nous faisions. Il y a évidemment, parfois ça apparaît comme contradictoire, surtout avec des experts comme Chiba, où la violence ça semblait s'exprimer à un degré relativement élevé, où vraiment c'est très, 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 très dangereux de travailler avec nous. Un engagement très important, et il a blessé beaucoup de personnes, mais bon, très souvent les gens qui étaient blessés, c'est parce que ils avaient peur, ou ils n'étaient pas vraiment présents, quoi.
Non, moi, il m'a certes un tout petit peu blessé, mais pas de façon marquée, quoi. Non, mais ça permettait d'être totalement présent. Voilà, ça, le travail de Chiba imposait d'être totalement concentré. Voilà. Oui, on ne pouvait pas penser à autre chose. Oui. C'est le ici maintenant, Nakaima japonais, oui. Oui. Et oui, il exigeait beaucoup de ses uke, hein, ouais. Justement. Donc quand on était spectateur, moi je le constatais aussi, et effectivement. Alors, certains disent que l'aïkido n'est plus ou n'est pas un art martial. Qu'est-ce que t'en penses alors, toi? Non, mais c'est sûr que surtout de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste un outil de développement personnel, mais c'est pas vrai du tout. Hein. Non, c'est bien un art martial, mais ça je reconnais que certainement un grand nombre d'experts français, voilà, et peut-être même japonais, ça j'en connais pas suffisamment, mais quand je vais à l'Aikikai, pour moi ça reste très très sérieux, ça reste très concentré, il faut faire très attention, et je vais encore y retourner, voilà, si tout va bien, j'ai déjà les billets, hein, novembre. Bon, maintenant avec l'âge que je suis obligé de faire attention, je ne peux plus me permettre de faire n'importe quoi. Mais si, l'aïkido est un art martial, ça se pratique avec une très forte intensité et avec, je dirais, avec un danger d'accident qui est à tout moment. Voilà. Et c'est vrai déjà pour le travail à main nue, c'est encore pire pour le travail au ken ou au jo. Quoi. Tout à fait, oui. Non, l'aspect martial, il est complètement là, ouais, bien sûr. Là où il y a de la contestation, c'est en fait toujours cette notion aussi d'efficacité, de réalisme, bon, voilà, c'est aussi ça, aussi les limites que les gens mettent et disent, oui, mais en fait, en situation, ça marche pas votre truc, voilà. Ah là, oui, mais ça dépend ce qu'on appelle comme situation. Oui, j'étais invité. Je suis absolument d'accord avec ça, parce qu'en fait, on définit toujours un absolu et on n'a rien défini finalement. Non, ça c'est pas vrai. Quand il s'agit de se défendre, les techniques jouent certainement très peu. C'est tout l'entraînement au travers des techniques qui a conditionné un mental, et c'est le fait de ne pas être troublé ou de diminuer très fortement je dirais la partie émotive au moment où on se fait agresser qui permet de réagir. Mais pour se défendre, voilà, alors tout dépend dans quelles conditions. Comme je vais à Moscou depuis 1999, les Russes sont très très obsédés par les notions de self-défense, et donc on me demandait qu'est-ce que tu fais avec un couteau, qu'est-ce que tu fais contre 2 couteaux, etc. Donc à un moment, bien sûr, ça s'arrête. Qu'est-ce que tu fais contre une Kalachnikov? Voilà. Donc il ne faut pas dépasser. Mais si on se place dans une configuration simplement d'un voyou qui vous menace, voilà, la pratique de l'aïkido, on ne va pas dire je vais lui faire un shionage, un neriminage, etc. Au niveau de la défense, un simple doigt dans la gorge ou dans l'œil suffit. Voilà, mais encore faut-il être à ce moment-là, avoir la présence d'esprit. Il faut être juste calme et décidé. Voilà. Et la pratique sert à ça, à contrôler un tout petit peu, à modifier le mental pour être calme et décidé. Voilà. Donc c'est pas la technique, bien sûr. Ouais, non, c'est le mental, et uniquement le mental. Je suis assez d'accord avec toi. En fait. Et donc, merci. Tu as commencé l'aïkido en 63, donc ça fait quand même... En mai 63, oui. Ouais, ça fait un bail. Donc on peut dire que tu as été témoin et que tu as participé aussi à l'émergence de l'aïkido en France. Et donc comment tu considères son évolution actuellement en 2026, du coup? Oui, enfin... il faut dire que... Contrairement à ce qu'on pourrait, il n'émergeait pas, il émergeait bien avant. Il a émergé à l'époque où il y avait Alain Guerrier et Roberto. Hein. Donc ils ont tous les deux 50 plus que moi, et ils étaient tous les deux ceinture noire déjà lorsque moi j'étais deuxième Q. Hein. Donc voilà, non, le seul expert que je n'ai pas connu, j'aurais peut-être dû connaître, mais je l'ai connu indirectement par les films et par les dires de Roberto, c'est Tadashi Abe, hein, donc qui était à Marseille, et d'ailleurs j'avais été même à son dojo puisque j'avais à plusieurs reprises séjourné à Marseille lorsque j'ai été étudiant. Et donc l'évolution, le problème c'est que actuellement
actuellement, l'aïkido n'est plus à la mode. Il n'est plus à la mode depuis maintenant déjà une quinzaine d'années, mais je pense que c'est lié à une évolution générale au niveau social, et c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'activités, tai chi, kung fu, etc., qui n'existaient pas dans les années 60. Dans les années 60, faire de l'aïkido, c'était quelque chose qui était extrêmement exotique, il n'y avait rien d'équivalent. J'ai commencé à enseigner au centre sportif universitaire de Paris en 68, en octobre 68, voilà, pour la faculté de droit, parce que c'est Pierre Bodenstein, un étudiant en droit, qui m'a mis le pied à l'étrier quand on s'était connus au stage d'Annecy. Et à cette époque-là, et ça c'est évident, juste après mai 68, ça attirait beaucoup de monde. Et quand je suis arrivé, quand je suis rentré de mes études de Paris à Strasbourg, j'ai cherché à faire la même chose, je suis, Dieu merci, arrivé. J'ai ouvert en 71 le Strasbourg Université Club au centre sportif universitaire de Strasbourg, et j'avais à un moment donné, quand c'était en pointe, à la fin des années 70-80, jusqu'à 160 licenciés adultes. Ah oui. Voilà. Donc maintenant j'arrive péniblement à 60 avec les enfants. Voilà. Et ce qui est vrai pour le Strasbourg Université, mon club principal, enfin voilà, il y a un autre prof principal maintenant. Je ne suis prof principal plus qu'à la Cheminot à Strasbourg. Mais c'est vrai pour beaucoup. Ça fait déjà 12-15 ans que le nombre de licenciés des deux fédérations d'aïkido, mais aussi dans d'autres arts martiaux, a légèrement baisse légèrement. Parce qu'il y a une grosse concurrence, d'une part, et d'autre part, l'évolution sociale dont je parlais avant est celle que les jeunes, en particulier, qu'on a du mal à attirer, une discipline auquel on vous dit il faut pratiquer régulièrement, 3-4 fois par semaine, et dans 5 ou 6 ans ou 10 ans, vous commencerez à avoir quelque chose. Ben, ça non, ça convient pas du tout à l'esprit actuel, où les gens zappent, et voilà, le gars il va faire de l'aïkido 6 mois, et au bout de 6 mois, il dit, ben j'ai tout vu, c'est tout bon, en revanche je vais passer à autre chose. Voilà, donc, voilà, ça joue beaucoup, voilà, ça joue beaucoup. D'accord. Ok. Et donc... la thématique du stage que tu proposes en fait là maintenant cette semaine, hein, c'est Nkawaza avec les Kiong. Kiong et Nkawaza, ouais, c'est ça. Bon, c'est une thématique assez classique, donc j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises à ma grande honte. C'est pas un reproche. Et je suis certainement pas le seul, pardon. Et est-ce que d'après toi, il reste des techniques à découvrir ou à mettre en place dans l'aïkido? Parce que voilà, est-ce qu'il y a des choses à découvrir encore techniquement? Ah oui, moi j'ai découvert beaucoup avec Nishio Sensei. Oui, lorsque j'ai rencontré Nishio Sensei la première fois en 1986 à Yokohama, en fait il résidait à Tokyo. Un petit peu au nord-ouest de Tokyo, Saitama. Moi je me suis retrouvé comme un débutant alors que j'étais 5e dan. Donc techniquement si, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et Nishio malgré tout, à part quelques spécialistes dont modestement je pense faire un peu partie, voilà, à part il y en a quand même une dizaine au moins en France qui maîtrisent parfaitement le style de Nishio Sensei. Mais à part cela, les gens font très peu le parallèle entre le travail des armes et le travail à main nue, et lorsqu'on leur présente ce travail-là, très souvent les gens sont perdus et ne souhaitent pas rentrer là-dedans, ne souhaitent pas sortir de leur zone de confort. Voilà. Donc techniquement, oui, ça c'est sûr qu'il y a plein de choses à découvrir. Mais l'évolution, elle n'est pas seulement là. Elle est dans la concentration, dans le fait qu'on puisse, sur un même mouvement, devenir de plus en plus, je dirais, pur, de plus en plus, il faut que le mouvement tende vers la perfection, en termes de timing, en termes d'entraînement du partenaire sans choc, etc. Il faut même pas qu'il s'aperçoive qu'il est emmené, etc. Puis d'un coup, il doit se retrouver soit en immobilisation, soit en train de rouler. Voilà, c'est ça l'aïkido, et ben c'est pas évident du tout, il faut des années pour ça. Donc il y a un travail en permanence. Oui, je te rejoins sur ce que tu disais à propos de Nishio Sensei. Effectivement, j'ai vu la difficulté qu'il y avait en termes de demi-pas, de pas, etc. Et des enseignants qui renonçaient à remettre des années de travail pour, à zéro, quoi.
Partir à zéro, oui, c'est très difficile. À franchir. J'ai déjà dirigé des stages ailleurs qu'en Alsace, où j'ai fait juste des stages nationaux, où j'ai fait juste une légère introduction dans des moments relativement simples. Ken Manu, donc Ken Notebiki, Joe Manu, qui simplement copie les mouvements qu'on fait à Manu. Mais les gens étaient tellement largués que les 3e dan, 4e dan sont venus ensuite, à la fin du cours, me reprocher de faire ça pour essayer de la faire la honte. Alors que c'était pas le but, c'était juste une introduction, voilà. Et si c'était donné un peu de peine, ils y seraient arrivés, quoi. Donc c'est quand même incroyable, quoi. Un peu surpris de la mentalité, de toute façon. Oui, de temps en temps, on tombe sur des gens. On doit s'adapter, non, me semble-t-il. Oui. Même si on n'y arrive pas. Enfin bref, parenthèse fermée. Et du coup, alors, est-ce que c'est uniquement le sabre qui permet de comprendre l'expression de l'aïkido, d'après toi? Ah non. Ça non. C'est fondamental. Je dirais, je ne sais pas si c'est indispensable, c'est fondamental, c'est une pratique clé. La preuve, c'est que autant à Annecy, dès le début, il y avait Ichimura qui nous introduisait, qui nous faisait du Iaido. Et partout, la plupart des grands experts, comme Chiba Sensei et d'autres, et Tamura Sensei aussi, bien sûr, et a fortiori, bien sûr, Nishio Sensei, qui est 8e dan de Iaido, insistait sur l'utilisation du sabre, donc là on parle du yai, et bien sûr dans sa version non tranchante avec Kenijo, pour arriver à comprendre l'aïkido. Mais ça suffit pas, malgré tout. Nakazono Sensei n'avait pas fait venir pour rien dans les années, il faut que je me souvienne, 66, 67, peut-être 67, 68 plutôt, des Shimaru, et ne nous avait pas imposé de suivre les séances le matin avant le petit déjeuner. Donc c'était quand même relativement dur de suivre les séances de Zazen pendant 1 heure, voilà. Et quand on a 19 ans ou 20 ans, rester sans bouger pendant 25 minutes, c'était quand même très 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 dur. Ensuite on marchait, bien sûr il y avait les zen en marchant, puis assez de nouveau 25 minutes, mais donc voilà. Mais par contre ça m'a beaucoup marqué et je continue à essayer de faire différentes formes de méditation. Voilà, la méditation c'est quelque chose de fondamental. Ouais. Oui. Ça me fait penser à des cours que j'ai fait pour enfants où je m'étais amusé à chronométrer le temps d'immobilité quand on fait le salut. On était arrivé à 8 à 10 secondes. Oui, c'est beaucoup pour les enfants. Avant qu'ils regardent ce qui se passe à côté, à droite. Ouais, bien sûr. Et après, j'ai refait la même expérience avec des étudiants, mais ça restera dans les annales peut-être de Centrale. Ils sont pas arrivés beaucoup plus loin. et donc, 1 heure devant un mur blanc à 18 ans, c'est compliqué. Oui, c'est ça. C'est difficile. C'est complexe. Ouais. Mais on n'est pas habitué. Il y a quelque chose à trouver. À creuser, oui, mais là-dedans. Après, Krishnamurti, effectivement, son bouquin, quand il parle de la méditation, c'est pas inintéressant non plus. Hein. Vouloir méditer, c'est déjà peut-être aussi louper la méditation. Donc c'est pas simple non plus d'appréhender le zazen et le zen. Enfin bon, je pense qu'il fallait un maître comme des Shimaru pour guider là-dedans, quoi. En fait, Nakazono ne nous a pas laissé le choix. Il a dit, tous les gradés, il a dit, vous devez. Donc on n'était pas forcément enthousiaste. Voilà. Moi, à cet âge-là, j'aimais beaucoup bouger. C'est ce qui me plaisait le plus en aïkido. Et si maintenant, brutalement, on me dit, et c'est ce qu'on m'a dit à ce moment-là, non, au contraire, vous devez rester 25 minutes sans bouger. Et dès que vous bougez, on était donc face au mur et des Shimaru, voilà, et il frappait, donc c'était du zen soto. En plus. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est pourtant bien. J'ai des anecdotes tout à fait magistrales là-dessus, mais j'ose pas les raconter. D'accord, bon, ça sera en aparté. Et dans l'enseignement ou la transmission de l'aïkido, il y a parfois ce que je dirais un modelage de l'esprit. Est-ce que ça peut justement pas amener ou pouvoir amener à une sorte d'idéologie, conduire à une sorte d'idéologie, du coup, ce modelage? Non, je crois pas, non. Ça dépend du prof. Il est évident que un
prof d'arts martiaux a une certaine autorité, donc il a certains petits pouvoirs sur un certain nombre d'élèves, pas sur tous. Moi, j'ai toujours enseigné en milieu universitaire. Et là, les mentalités variaient du tout au tout. Hein. Lorsque j'ai commencé à enseigner au centre sportif universitaire, bon, il faut dire que c'était juste après mai 68, c'était en octobre, etc., 68-69 jusqu'en 71, j'avais des jeunes qui arrivaient qui me disaient « C'est toi qui fais les cours ici ?» et d'autres qui disaient « Maître, maître ». Ah, c'est vraiment... Ouais, il y a tout. Donc je n'ai jamais cherché à imposer quoi que ce soit. Non, je pense qu'au contraire, il faut que les gens doivent accepter le reishiki. Ils doivent accepter, et encore, de se mettre à genoux, de se mettre en seiza, de saluer le kamisa. Voilà, on leur explique, on salue entre nous, mais moi je salue au même niveau. Et puis c'est à peu près tout. Et puis ensuite, après, c'est le respect du partenaire. C'est pas forcément le respect du prof, ou du moins, s'il y a un respect du prof, c'est totalement réciproque. Mais on tend vers la liberté. Et ça, c'est sûr, il faut tendre vers la liberté, il faut la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, mais il faut faire attention. Quand on dit liberté, ça reste, si le prof montre Shionage, il n'est pas question de faire autre chose. Et si tu es au Japon, alors là c'est le pire, si le prof montre un mouvement et que tu n'arrives pas à le faire, tu es prié d'essayer de faire de ton mieux. Si tu fais un truc à toi approximatif, alors là c'est sûr que tu as un problème. Moi j'ai déjà vu des gens comme ça se faire engueuler parce qu'ils ne cherchaient pas du tout à comprendre ou à faire ce que fait. Et ça c'est insultant pour le sensei. Donc de ce côté-là, oui. Là on demande de bien vouloir faire l'effort d'imiter, puisque le sensei il suit un chemin. Si tu es dans ce cours-là, à ce moment-là tu es prié de suivre le chemin. Si tu n'es pas content du chemin, tu sors. Voilà, c'est tout. Mais sinon, non, le but c'est pas de rendre les gens dépendants, voilà, de quelque façon que ce soit, psychologiquement ou autre. C'est de les rendre de plus en plus libres. Ah oui, ça c'est absolument certain. Hein. Libres dans leur tête et libres dans leur réaction, libres dans leur corps. Avec leur corps. Bon, parlant du Reishiki, je trouve que parfois, effectivement, on ne citera pas de nom, mais ni d'adresse, je trouve qu'il y a parfois plus japonais que les japonais, et justement là, moi je trouve que ça rejoint ce que tu disais par rapport à la religion. On a une culture française, on n'est pas des Japonais, désolé. Moi je ne suis pas né avec un sabre dans mon berceau, c'est pas mon truc, voilà, je suis pas un samouraï. Donc moi non plus. Je ne peux pas faire semblant d'imiter le samouraï et le truc. Le temps des samouraïs est fini depuis longtemps. D'autant plus que morphologiquement, le fémur occidental n'a pas la même longueur que le fémur japonais. Et plus court, je pense. Ouais, plus court pour les japonais. Donc en fait, on ne peut pas s'asseoir tout à fait de la même façon. Ouais. Donc ne serait-ce que pour l'anatomie. Bon, enfin bon, ça c'est une parenthèse. Donc, j'avais déjà entendu ça. Mais toi, tu es un spécialiste, donc toi tu le sais, quoi. Bon, donc je te rejoins sur ça. C'est d'ailleurs ce que disait le père d'un de mes profs, Brahim Sigesmi, donc son père, Ahmed Sigesmi, disait l'aïkido c'est la liberté. Tout à fait d'accord. Et donc justement, Morihei Ueshiba, me semble-t-il, voyait dans l'aïkido un message universel qui semble ne plus vraiment trop correspondre à l'époque, bien que finalement peut-être que si. Ah aussi. Du coup, voilà, quelle est la responsabilité des ambassadeurs de ce message là-dedans? Ah non, mais les ambassadeurs, si tu parles des experts japonais, eux, le moins qu'on puisse dire, c'est autant Tamura Sensei, Nakazono Sensei, Noro, Chiba Sensei et Nishio, il n'y a pas plus japonais qu'eux. Je pense qu'il n'y a à aucun moment, aucun d'entre eux n'a trahi le message de Sensei. Chacun a exprimé ce qu'il a ressenti avec le fondateur, c'est tous des élèves directs du fondateur, bien sûr au travers du prisme de sa personnalité. Non. Après, le cran d'après, là ça change. Ouais, là ça change. Là, il est certain qu'un certain nombre d'occidentaux, parfois même très gradés, ont simplement pris l'activité comme une activité, voilà, mais c'est comme le yoga. Le yoga aussi, au départ, c'est vraiment des exercices spirituels. Hein. Voilà. Alors que maintenant, les gens s'en prennent comme une gymnastique, etc., un moyen de santé, etc. Éventuellement aussi, comme l'aïkido, un développement personnel, mais c'est beaucoup plus que ça, bien évidemment.
L'histoire de développement personnel, l'histoire d'équilibre ou de santé, et ça doit être des éléments positifs secondaires qu'on acquiert en passant. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est beaucoup plus. Mais l'objectif, effectivement, c'est ce que disait Nakazono, c'est un outil de développement spirituel. On augmente l'intuition, on augmente la sensibilité autour, on apprend à développer la connexion avec un partenaire, voilà, un mental presque de type télépathique, etc. Ça c'est des outils qui servent dans d'autres domaines, mais voilà, et puis même quand tu es seul et en train de prier, ça, c'est des éléments qui servent. Voilà. Et est-ce que tu as un message pour tous les aikidoka alors du coup? Ah non, je veux pas de message. Non. Si, c'est ce qu'on pourrait dire. Oui, voilà, oui, c'est. Continue à pratiquer. Aikidoka ou non aikidoka. Oui, c'est ça. C'est la régularité de la pratique. C'est la régularité. Voilà. Donc maintenant, j'arrive à un âge, j'ose pas dire à quel âge j'ai. Voilà, c'est terrible. Ouais, ça restera un secret. Mais moi, je compte continuer tant que je peux. Mais pas pour ceci ou cela, mais pour moi, pour ma santé. On ne peut pas, quand on a bougé, arrêter. C'est Chiba qui disait la vie, c'est le mouvement. C'est lui qui définissait d'ailleurs l'aïkido comme un zen en mouvement. Oui. Voilà. Et l'immobilité, et surtout la raideur, c'est le symbole de la mort. Voilà, donc non, ça, il faut bouger. Alors si les gens font pas l'aïkido, qu'ils trouvent autre chose, voilà, le minimum que l'on puisse faire, surtout quand on a passé 50 ans, 60 ans, etc. Si on veut plus faire de footing, c'est marcher. Voilà, c'est le minimum qu'on peut faire. Ce que je fais aussi, quand je peux, je marche. J'essaie de marcher 1 heure par jour. J'y arrive pas tous les jours, évidemment. Et voilà. Mais pour ceux qui ont la chance d'avoir découvert l'aïkido et auxquels ça plaît, pour lesquels l'aïkido convient, mais il faut pas s'arrêter. Il faut essayer de pratiquer. Si c'est pas tous les jours, c'est au moins 3 fois ou 4 fois par semaine. Ça c'est quelque chose qui apporte énormément. Pour la tête, pour le calme, pour tout, voilà, mais effectivement, après il y avait tout le message de Nakazono sur la discipline de vie. La discipline de vie, c'est-à-dire, ça commence par comment tu respires, comment tu dors, qu'est-ce que tu manges, etc. Ouais, ça va de pair. Parce que on est là sur cette terre. D'abord, on y est en touriste pendant un temps très très limité pour regarder un petit peu ce qu'il y a autour de nous et pour rendre éventuellement grâce, si on pense qu'il y a quelqu'un qui a fait tout ça, à cette personne-là. Voilà. Mais pour faire ça, il faut être en forme. Il faut être en bonne santé, il faut avoir disposé de son corps, etc. Disposer de son corps. Et de sa tête. Il faut que la tête fonctionne, il y a tout qui doit fonctionner. Ça, c'est un moyen. Au travers de l'aïkido, ça c'est sûr que ça fait beaucoup. Voilà. Je touche du bois, pour l'instant, il y a tout qui fonctionne. Disposer. Voilà. Parce que, bon, la façon dont on vit, ça suffit pas. Il y a, bien sûr, on le sait, le patrimoine génétique, etc., qui intervient aussi. Voilà, ça dépend des gènes qu'on a, voilà. Et on a beau maintenant à faire des analyses de DNA très fines pour dire, voilà, vous êtes enclin à avoir ce problème-là ou ces problèmes-là. Je suis pas sûr qu'on arrive à tout détecter. Donc, ce n'est que quand on a 100 ans ou 110 ans, si on y arrive, voilà, qu'on peut dire, c'était pas mal quand même, comme un patrimoine génétique. Ils avaient fait, en fait, il y a eu une étude qui a été publiée dans Science et Avenir en février, je crois, 2015, je crois, ou je sais plus, enfin bon, bref, et qui avait pris un groupe de méditants assez expérimentés, c'est-à-dire plusieurs heures par jour, ouais. Et ils avaient fait des analyses génétiques. Ils avaient constaté que ça modifiait, donc le matin et le soir, c'était le patrimoine, les télomères avaient été modifiés. Oui, la longueur des télomères, ouais. Donc, quand même un impact sur le patrimoine génétique. Ouais. Enfin, bon, bref. Ouais. J'avais lu ça dans l'épigénétique. J'avais lu des livres là-dessus sur l'épigénétique. Je pense que la vision très, très matérialiste de la science, etc., elle n'a pas encore. Elle n'a pas encore. Donne-moi pas. Ouais, c'est trop compliqué. Ouais, pour l'instant. Ça suffit pas de dire. Regardez, vous avez un ADN. On peut effectivement changer les choses malgré quelque chose qui. On s'est surpris des fois. Oui. Et
effectivement, il y a même des guérisons tout à fait étonnantes. D'ailleurs, Lourdes, si on parle par là, officiellement, il y a des cas miraculeux de guérison. Après, est-ce que c'est l'intervention divine ou pas, ça c'est encore un autre débat. Mais médicalement, des cas incurables, médicalement, il y en a un paquet quand même. Oui, moi je suis tout à fait convaincu. Donc scientifiquement, qui ne sont pas explicables. Oui, moi j'en suis tout à fait convaincu. Moi je suis toujours étonné, parce que de temps en temps j'ai des gens qui sont quand même assez proches de moi, qui se vantent d'être athées ou totalement incroyants, ne croient en rien, donc eux ils pensent que tout vient du hasard. Mais je ne comprends pas qu'ils s'opposent à la notion de miracle. Mais le simple fait qu'on soit là, que le soleil se lève tous les jours, que le parfum des fleurs, mais c'est ça le miracle. C'est beaucoup plus miraculeux. Quelle probabilité il y a pour que quand tu fais juste la bonne chimie, tu as une terre vachement bien, avec le bon, c'est sûr qu'on l'a déjà pas mal démoli. Voilà, avec une lune qui tourne autour et tout ça, ça colle. Mais non, c'est ça le miracle. C'est bien un miracle beaucoup plus grand que les autres de Lourdes. Voilà. En fait, ils vont te rétorquer que tu t'étonnes que la bille est tombée sur le numéro 25 en disant mais non, c'est parce qu'elle est sur le numéro 25 que tu t'étonnes. Voilà. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans. Dernière question philosophique. Donc à part l'aïkido, qu'est-ce qui est important dans la vie? Ah oui, non mais bon, maintenant c'est une question, voilà. Dur, hein. Non, c'est peut-être pas dur, mais il faut toujours chercher, il faut toujours être curieux, quoi. Ouais. Non, il faut essayer d'être le plus curieux, le plus, voilà. Donc l'homme a une capacité de compréhension extrême, donc on ne pourra pas, si on quitte ce monde et qu'on a effectivement à rendre des comptes ailleurs, on ne pourra pas dire « Ah, mais je ne savais pas, je ne comprends pas ». Donc, on se doit de chercher à comprendre, on se doit de se demander qu'est-ce qu'on vient lui faire là, où c'est qu'on va, etc. C'est ça le plus important, c'est cette notion de curiosité, et puis ensuite de respect de la nature, de respect de l'autre, etc. Mais bon, ça c'est présent bien sûr en Aikido, quoi. Mais à mon avis, c'est ça. Il faut absolument, être ouvert et regarder. Et voilà, on est là qu'un temps très 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 court, hein, en fait, même 100 ans. Hein. C'est vrai. Il faut lire le psaume 89. Là, c'est absolument extraordinaire. Tu connais, non? Non. Je te le dirai si tu veux, je l'ai là. Volontiers. Merci beaucoup de ta présence et d'avoir effectivement été là pour moi. Et merci encore de ta disponibilité. Pas de problème.